À la mi-2017, la mort d'un étudiant universitaire en Pennsylvanie a provoqué un tumulte sur Internet. Le corps de Dakota James, âgé de 23 ans, a été retrouvé dans des circonstances suspectes. Cela a conduit non seulement sa famille, mais également toute la communauté en ligne à rejeter les conclusions du rapport médical. La cause de décès, mentionnée par le médecin légiste, était une noyade indéterminée. À la recherche de réponses, un duo d'enquêteurs à la retraite, Kevin Gannon et Anthony Duarte, a présenté une théorie visant à démontrer que l'affaire relevait d'un homicide. Cependant, leur théorie ne se limitait pas à la mort de Dakota. Elle incluait également plusieurs autres décès supposément liés, suscitant davantage de spéculations. Au milieu de cette controverse, Pamela James, la mère de Dakota, n'a cessé de répéter les mêmes mots pendant des années. Nous saurons toujours que quelqu'un a pris la vie de Dakota. Et oui, nous continuerons à nous battre pour trouver des réponses. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir les origines d'une théorie qui cherche à prouver l'existence supposée d'un réseau d'assassinats connecté à un ou plusieurs auteurs. N'oubliez pas de liker cette vidéo et d'activer la cloche des notifications. Je vous explique tout. Dans la nuit du 16 février 1987, Patrick McNeil, âgé de 21 ans et étudiant à l'université Fordham, est sorti avec un duo d'amis en direction du bar The Dapper Dog à Manhattan, aux États-Unis. Là, ils ont fait la fête et bu. Jusqu'à ce qu'à un moment de la nuit, alors que le groupe était presque sur le point de partir, Patrick soit allé aux toilettes. Quand il est revenu, cependant, il montrait un haut niveau d'ivresse, ce qui, au début, n'a pas inquiété ses amis. Cependant, il était suffisamment désorienté pour simplement sortir du bar. Les personnes qui se trouvaient dehors ont rapporté, plus tard, qu'elles l'avaient vu sortir et trébucher sur des voitures garées le long de la rue. Certaines ont même affirmé qu'il avait vomi. De toute façon, c'était la dernière fois que Patrick a été vu vivant. À l'époque, les enquêteurs responsables de l'affaire étaient Kevin Gannon et Anthony Duarte, qui se sont rapidement retrouvés face à un cas très particulier. Quand les témoins ont été entendus, ils ont rapporté qu'une voiture, occupée par un homme et une femme, avait suivi Patrick. Il a également été rapporté que dans certaines occasions, le véhicule s'arrêtait même pour attendre que Patrick se relève ou arrête de vomir, puis reprenait sa route. Pour une raison quelconque, pendant l'enquête, les deux agents, Kevin et Anthony, n'ont pas eu le soutien de leurs supérieurs. Quand ils ont réussi à découvrir certains des chiffres de la plaque d'immatriculation du véhicule qui avait suivi Patrick, le superviseur de la division des personnes disparues de la police de New York les a informés qu'il ne débloquerait pas les ressources nécessaires à l'enquête. Selon ce superviseur, ce type de travail coûtait très cher à la police dans une affaire sans trace évidente de crime. La ressource en question aurait coûté à l'époque environ 1 200 $, ce qui, aujourd'hui, représente environ 6 000 réaux. Sans cet élément pour les conduire aux personnes d'intérêt, l'enquête est restée paralysée, faute de nouvelles pistes. En réponse, la famille a insisté pour une enquête approfondie, mais cela a provoqué un mécontentement au sein de la police, qui a diffusé des rumeurs selon lesquelles Patrick aurait mis plusieurs femmes enceintes et aurait simplement fui ses responsabilités. La vérité, cependant, était que Patrick aspirait à intégrer le FBI et qu'il était considéré comme un jeune homme athlétique et responsable. Puis, après 50 jours, le 7 avril 1987, le corps de Patrick a été retrouvé dans l'East River à Brooklyn, près d'un quai. D'un point de vue géographique, Patrick a été retrouvé à environ 19 km du bar The Dapper Dog, où il avait été vu pour la dernière fois. Quand la scène a été analysée, il a rapidement été affirmé que la cause de la mort aurait pu être une noyade accidentelle. Cependant, lors de l'analyse du légiste, il a été constaté qu'il y avait peu d'alcool dans le corps de Patrick pour un jeune homme mesurant 1,80 m et pesant 80 kg. Curieusement, le corps de Patrick a été retrouvé sur le dos dans l'eau, une position étrange pour une victime de noyade accidentelle. La coloration du corps présentait également des incohérences, car il n'y avait aucune décoloration dans son dos ni sur d'autres parties de son corps. À la fin de son analyse, le médecin légiste a déclaré ceci. Il y avait des cercles autour du cou et également un motif composé de nombreuses lignes verticales, espacées de manière uniforme autour du cou, suggérant un type de strangulation par ligature. Lors d'une révision ultérieure, il a été découvert que dans la région de l'aine de Patrick,
il y avait des preuves d'œufs de mouche en développement interrompu. De cette manière, il est devenu évident qu'il était probable que Patrick soit mort sur Terre avant d'être placé dans l'eau par quelqu'un. Cependant, à l'époque, l'Institut médico-légal de New York a conclu qu'il n'y avait pas de preuves assez solides pour considérer un homicide. Bien qu'ils aient des doutes, les enquêteurs Kevin et Anthony ont été obligés de s'éloigner de l'affaire en 1987. Mais en 2007, après leur retraite, ils sont revenus avec leurs hypothèses. Avec le soutien indépendant de spécialistes, Kevin a consulté des experts en pathologie légale comme le Dr Cyril Wecht et le Dr Richard Jones du Tennessee. Il a également contacté l'anthropologue légiste du Bureau du médecin légiste de New York, le Dr Bradley Adams, ainsi que l'entomologiste du Musée américain d'histoire naturelle, le Dr Louis Sorkin. Bien qu'ils soient experts, aucun d'eux ne s'est engagé à donner une explication dans le cadre des enquêtes, mais tous ont convenu que le développement interrompu des œufs de mouche constituait une preuve que le corps de Patrick avait été laissé quelque temps sur Terre. Selon le rapport du premier médecin légiste, autour de la tête de Patrick, des marques sombres similaires à des blessures contondantes ont également été observées. Il a également été noté que sur la taille de Patrick, il y avait des brûlures avec une rougeur marbrée, ressemblant à des brûlures causées par le soleil. Le 12 mars 2009, le Dr Cyril Wecht a confirmé dans son analyse officielle que Patrick avait probablement été attaché par le cou et laissé près d'une source de chaleur. Un autre point troublant était l'absence de gonflement du corps, malgré les jours supposés passés dans l'eau. Lors des premières enquêtes, Anthony et Kevin ont affirmé que le courant de l'eau n'était pas compatible avec l'endroit où le corps avait été retrouvé, indiquant que quelqu'un l'avait placé là. Le corps de Patrick, lorsqu'il a été découvert, était vêtu uniquement de son pantalon, de son sous-vêtement et de ses chaussettes. Pour certains, cela suggérait qu'il avait enlevé sa chemise pour sauter dans le fleuve, tandis que pour Kevin et Anthony, cela indiquait que les responsables avaient cherché à éliminer des preuves. En 2009, un rapport détaillé a été envoyé par les deux enquêteurs au chef de la division des enquêtes spéciales de la police de New York, qui a promis une réponse. Kevin a écrit « Patrick a été suivi, enlevé, maintenu captif pendant une longue période, assassiné et son corps a été éliminé après sa torture. Il est resté sur Terre pendant une courte période, pendant laquelle les mouches domestiques ont pondu des œufs dans son aine. Pendant ce temps, la décomposition a commencé à devenir visible sur ses jambes. Il a ensuite été transporté à Owl's Head et placé dans l'eau. Il a été retrouvé et récupéré en 24 heures. Dans leur rapport final, ils ont posé cette question cruciale. Si l'assassinat et l'élimination de Patrick ont pris 3 ou 4 jours sur un total de 50 jours de disparition, où était Patrick pendant les 47 autres jours? Le cas de Patrick McNeil Jr. a été le point de départ des enquêtes de Kevin et Anthony, surtout parce qu'en 1987, les deux enquêteurs avaient promis à Pete et Jack McNeil, les parents de Patrick, qu'ils trouveraient le responsable du meurtre de leur fils. Curieusement, au cours de leurs enquêtes, les deux retraités ont remarqué que Patrick n'était pas le seul à avoir été retrouvé dans des circonstances aussi étranges et douteuses. C'est à ce moment qu'ils ont réalisé qu'il y avait quelque chose de bien plus grand à découvrir et ont décidé d'y consacrer leur vie. Au cours des 25 dernières années, des dizaines d'hommes en âge universitaire aux États-Unis sont morts par noyade accidentelle ou indéterminée. Ce type de nouvelle peut sembler normal pour certains, mais comme mentionné plus tôt, deux enquêteurs ont décidé d'approfondir ces cas. Les deux anciens policiers du département de police de New York, Kevin Gannon et Anthony Duarte, ont, depuis 2007, enquêté sur des morts qualifiées d'accidentelles survenues entre 1991 et 2010. À mesure que leurs enquêtes progressaient, ils ont rencontré d'autres personnes issues du domaine judiciaire qui donnaient crédit à leurs théories. Par exemple, le professeur de justice criminelle, le Dr Lee Gilbertson, non seulement a soutenu leur théorie, mais s'est aussi convaincu que les noyades étaient en réalité des homicides. Michael Donovan, également ancien enquêteur, a observé que bien que des milliers d'hommes meurent de façon inattendue chaque jour, les caractéristiques dominantes dans ces cas de noyade lui ont permis de donner crédit à la théorie. Tous ont remarqué que les victimes, dans leur majorité, étaient des hommes blancs,
et que leurs corps étaient généralement retrouvés près des universités ou facultés où ils étudiaient. De plus, comme dans le cas de Patrick McNeil Jr., toutes les victimes étaient des jeunes hommes athlétiques, attirants, extravertis et faciles à remarquer. Lors des interrogatoires avec les familles et amis, 2 points revenaient constamment dans tous les cas. Les victimes étaient décrites comme populaires et sportives. Ainsi, selon Kevin, le modus operandi se dessine. Il a expliqué que les victimes étaient étudiées et suivies jusqu'au bar qu'elles fréquentaient. Dès qu'elles étaient suffisamment ivres, elles étaient droguées et emmenées dans un lieu proche où elles étaient dominées et enlevées. Ensuite, elles subissaient des abus, des tortures et étaient tuées. Enfin, une signature apparaît, selon Kevin, dans la victimologie elle-même. Les victimes sont toujours de jeunes hommes attirants. En plus de cela, les corps sont systématiquement retrouvés dans des endroits liés à l'eau, qu'il s'agisse de rivières ou de réservoirs. Selon les enquêteurs, cela permettrait d'effacer ou de détruire complètement des preuves comme de l'ADN. Après que les enquêteurs Kevin et Anthony se sont associés à d'autres spécialistes, l'équipe a réalisé qu'elle devait donner un nom à leur théorie. Ils l'ont ainsi appelé les tueurs au visage souriant, ou Smiley Face Killers, comme connus mondialement. Le terme est né lorsqu'ils ont commencé à trouver des graffitis réalisés au spray, représentant des visages souriants près des endroits où les corps étaient retrouvés. Il semble que la zone d'activité supposée de ce gang couvre tout un rayon incluant la Pennsylvanie, l'Indiana, le Wisconsin et l'Iowa. La paire d'enquêteurs a également affirmé avoir pleinement conscience que la couleur, la taille et le style des visages souriants au spray variaient, mais ils restaient convaincus qu'il s'agissait de la signature des tueurs ou du tueur qui cherchait à revendiquer ses crimes. En 2008, l'équipe d'enquêteurs et de spécialistes a discuté de la théorie lors de plusieurs interviews pour des émissions américaines. Rapidement, la théorie s'est répandue et a commencé à gagner du soutien de la part des familles et du public. En 2008 également, la journaliste Jessica McBride a mené des recherches et écrit sur la théorie pour le magazine de Milwaukee. Jessica a expliqué qu'elle s'était intéressée à cette affaire après avoir entendu le père d'une des victimes figurant sur la liste de Kevin et Anthony. Cette affaire concerne la disparition de Matt Krusik, originaire de l'Illinois. Le père de Matt, Bill Krusik, un shérif à la retraite, a signalé avoir vu plusieurs informations erronées et non concluantes concernant la noyade accidentelle de son fils. Cependant, Jessica a également souligné que les détails des enquêtes de Kevin et Anthony avaient fini par se perdre et devenir flous, principalement parce que le duo n'avait jamais pris contact avec les enquêteurs principaux de nombreux cas qui, selon eux, faisaient partie de la théorie des Smiley Face Killers. Curieusement, grâce au travail de la journaliste pour présenter la théorie au monde, une affaire de noyade accidentelle a finalement été rouverte par Tim Dolan, qui était à l'époque le nouveau chef de la police de Minneapolis. Le cas en question concernait Christopher Jenkins, âgé de 21 ans, étudiant à l'Université du Minnesota, qui avait disparu lors de la soirée d'Halloween en 2002. Cette nuit-là, il avait été vu dans un bar appelé Laundry, accompagné de sa petite amie et de ses amis. À un moment donné dans la soirée, Christopher a disparu. Il n'a été retrouvé que plus tard dans une rivière, toujours vêtu de son costume d'Halloween. Dans son corps, une drogue appelée GHB, gamma-hydroxybutyrate, a été détectée, une substance dont nous parlerons plus en détail par la suite. Même si son affaire a été rouverte et considérée comme un homicide, aucune preuve concluante n'a été trouvée. Cependant, en 2008, ces mêmes autorités critiquaient sévèrement les enquêtes et la théorie des Smiley Face Killers. La même année, une pétition a été lancée et signée par 10 000 personnes, demandant au FBI d'ouvrir une enquête formelle sur 40 décès par noyade impliquant des hommes. En réponse, le 29 avril 2008, le Bureau national de presse du FBI a publié une déclaration officielle concernant la théorie, affirmant « Le FBI a examiné les informations sur les victimes fournies par 2 détectives de police à la retraite qui ont surnommé ces incidents les assassinats des visages souriants. Nous avons interrogé une personne ayant fourni des informations aux détectives. Jusqu'à présent, nous n'avons développé aucune preuve établissant un lien entre ces morts tragiques, ni aucune preuve substantielle appuyant la théorie selon laquelle ces décès sont l'œuvre d'un tueur en série ou de plusieurs tueurs. »
La grande majorité de ces cas semblent être des noyades liées à l'alcool. Le FBI continuera à collaborer avec les polices locales des zones concernées pour fournir un soutien si cela est demandé. À l'époque, cette annonce a suffi à affaiblir la théorie. Pour aggraver la situation de l'équipe qui la défendait, d'autres départements de police ont publié des déclarations similaires à celles du FBI. Un fait persistant est que toute cette histoire semble suggérer que les autorités tentaient de réprimer la panique. Après tout, il n'était pas nouveau que ce type de situation se produise. Une attitude similaire avait déjà été observée dans une affaire célèbre entre 1969 et 1980, lorsque le criminel William Bonan avait tué 21 hommes en Californie, tandis que les autorités refusaient de reconnaître l'existence d'un tueur en série homosexuel. En 2008, peu après l'annonce du FBI, le vice-chef de la police de l'Iowa, Gene T. Singh, a été chargé d'une affaire ancienne impliquant une noyade. Le 31 mars 2007, un étudiant de l'Université de l'État de l'Iowa, Abel Bolanos, avait été retrouvé dans le lac Laverne et sa mort avait été considérée comme accidentelle. À l'époque, Gene avait pris connaissance de la théorie des Smiley Face Killers et avait contacté d'autres juridictions pour découvrir si des cas similaires existaient. Cependant, ces recherches se sont révélées inutiles, car aucun des départements consultés ne disposait d'informations connectant d'autres noyades au cas d'Abel Bolanos. Plus tard, Gene T. Singh a déclaré croire que si des connexions plausibles existaient, les cas seraient immédiatement rouverts et enquêtés. Peu de temps après, l'équipe derrière la théorie des Smiley Face Killers a visité l'endroit où le jeune homme avait été retrouvé. Là, ils ont découvert un graffiti représentant un visage souriant et une phrase écrite « Evo Happy Smiley Face Men ». En réponse, Gene T. Singh a réagi lorsqu'il a découvert que l'équipe avait lié la mort d'Abel à un homicide. Cette supposition est une interprétation incorrecte des faits de l'affaire. Si ces détectives sont supposément expérimentés, je trouve préoccupant qu'ils n'aient jamais essayé de parler avec l'enquêteur principal de l'affaire, c'est-à-dire moi. La même année, dans le comté de Wisconsin, il y a eu 8 autres cas de noyade qui ont été enquêtés par le département de police de La Crosse. Leurs enquêtes ont conclu que toutes les morts étaient dues à des noyades accidentelles d'hommes en état d'ébriété. Ils ont également affirmé qu'aucun symbole n'avait été trouvé sur les lieux des décès. À l'époque, même le Centre de recherche sur les homicides a publié un résumé sur son site web, réfutant la théorie développée par les enquêteurs Kevin Gannon, Anthony Duarte et leur équipe. Le profileur criminel Pete Brown a également qualifié la théorie de « ridicule », argumentant qu'aucun des cas ne correspondait au schéma typique d'une enquête sur un tueur en série. À propos des symboles, il a déclaré « Ces symboles ne sont pas inhabituels. Si vous regardez dans n'importe quelle zone de 8 km², je parie que vous trouverez un visage souriant. » En 2010, le Centre de recherche sur les homicides a de nouveau publié son opinion sur la théorie, mais cette fois-ci, ils ont publié un rapport de 12 pages intitulé « Démanteler la théorie des tueurs au visage souriant ». Dans ce rapport, ils ont souligné des problèmes dans la chronologie des cas, les styles variés des graffitis représentant des visages et ont également noté l'absence de preuves de violence dans la grande majorité des cas. Au fil des années, ni Anthony ni Kevin ne se sont laissés décourager et ont rassemblé de nombreux documents concernant une épidémie de noyades aux États-Unis. Il est maintenant temps de découvrir quelques-uns de ces cas. En 2014, Kevin Gannon et Lee Gilbertson ont publié le livre Case Studies in Drowning Forensics, où ils ont mis en avant des dizaines de cas de noyades. Mais ici, dans cette vidéo, nous allons montrer seulement 7 cas dont les informations publiques sont disponibles sur Internet. De manière chronologique, nous allons commencer par la mort de l'étudiant de première année Brian Welzine, âgé de 21 ans et étudiant à l'Université de Northern Illinois, aux États-Unis. Brian n'était pas le genre de garçon qui sortait souvent pour faire la fête, mais le 1er janvier 2000, il a décidé de célébrer avec ses amis. Ce soir-là, cependant, il a bu plus que d'habitude, et selon ses amis, Brian était complètement ivre. Ainsi, il a informé ses amis qu'il retournerait à l'hôtel où ils étaient hébergés. Un autre ami a finalement décidé de rentrer avec lui, mais en arrivant près de l'hôtel, Brian a commencé à vomir dans la voiture.
l'ami a demandé à Brian de sortir pendant qu'il garait la voiture. Entre-temps, après avoir garé la voiture, cet ami est monté à l'appartement et a laissé Brian en train de vomir dans la rue. C'est alors, vers 4 heures du matin, que Nick Young, un ami de Brian, est revenu de la fête et a remarqué l'absence de son ami. Ensuite, Nick est retourné au rez-de-chaussée et a cherché Brian dans les rues, mais ne l'a pas trouvé. Brian a été déclaré disparu le jour suivant à 13 heures de l'après-midi. Les recherches initiales n'ont donné aucun résultat jusqu'au 17 mars 2000, lorsque son corps a été retrouvé sur une plage à Gary, dans l'Indiana. Selon les enquêteurs, il n'y avait aucun signe de crime, et Brian aurait pu marcher jusqu'au bord du lac Michigan, qui se trouvait à environ 5 minutes de l'hôtel, et y être tombé à cause de l'alcool. Ainsi, sa mort a été classée comme une noyade indéterminée. Curieusement, son organisme ne contenait qu'un taux de 0,08% d'alcool. Le deuxième cas nous ramène à l'an 2005, lorsque Todd Geib, âgé de 22 ans, a disparu. Le 12 juin de cette année-là, Todd participait à une fête dans la ville de Casnovia, près du lac Michigan. Sa dernière apparition vivante a eu lieu lors d'un appel téléphonique à une amie, au cours duquel il a dit « Je suis dans un champ ». Cet appel a eu lieu la nuit de sa disparition, et son corps a été retrouvé 3 semaines plus tard, dans un lac qui avait déjà été exploré lors des recherches. La position du corps a semblé étrange aux enquêteurs, qui l'ont vu avec les épaules et la tête hors de l'eau. En raison du faible niveau de décomposition, les enquêteurs pensaient qu'il était mort peu avant d'être retrouvé. Dans son organisme, on a observé une faible quantité d'alcool et d'antidépresseurs. Cependant, la famille de Todd a affirmé qu'il ne souffrait d'aucun problème émotionnel ou mental et qu'il ne prenait aucun médicament. Sur le lieu de sa mort, un visage souriant a été trouvé, peint sur un arbre près du corps. Plus tard, la famille a informé la police que quelqu'un avait placé un autocollant de visage souriant sur la tombe de Todd, mais rien n'a été fait, et sa mort est restée classée comme accidentelle. Le troisième cas concerne Lucas Roman, âgé de 21 ans, qui avait disparu le 29 septembre 2006 à La Crosse, dans le Wisconsin. Lors des enquêtes, il a été découvert que Lucas célébrait l'Oktoberfest avec ses amis. En rentrant chez lui, Lucas et un ami sont rentrés ensemble jusqu'à mi-chemin. Cet ami, cependant, s'est retrouvé impliqué dans une bagarre avec des policiers et a fini aux urgences. Plus tard, il a dit aux enquêteurs qu'il ne se souvenait pas du moment où il s'était séparé de Lucas et n'a remarqué son absence que le lendemain, lorsque Lucas ne s'est pas présenté à un tournoi de golf. Pendant les recherches, un chien policier, K9, s'est particulièrement intéressé à une voiture appartenant à un membre du groupe qui jouait lors de l'Oktoberfest, mais cela n'a pas permis de le désigner comme suspect potentiel. Les recherches se sont poursuivies jusqu'au 2 octobre, lorsque le corps de Lucas Roman a été retrouvé au bord du fleuve Mississippi. La cause de la mort a été classée comme une noyade accidentelle. Dans le rapport d'autopsie, il a été noté que l'intoxication aiguë par l'alcool était un facteur contributif important. Cependant, selon les enquêteurs Kevin et Anthony, Lucas présentait également des blessures à la tête, aux mains et aux bras. De plus, l'autopsie mentionnait une blessure au front, que les enquêteurs ont théorisé comme résultant d'un coup de pied. Pour ne rien arranger, un visage souriant a été aperçu près de l'endroit où le corps de Lucas a été retrouvé. Presque un an plus tard, dans la nuit du 31 mars 2006, Brian Schaeffer, étudiant en médecine à l'Université d'État de l'Ohio, est sorti avec des amis pour une fête. Au cours de la soirée, Brian s'est séparé de ses amis et a été vu par une caméra de sécurité près de l'entrée d'un bar appelé Columbus. Parmi tous les cas qui pourraient être liés à la théorie, celui-ci est le seul à avoir reçu l'attention des médias nationaux, principalement en raison de détails intrigants, comme la disparition de Brian hors du champ des caméras dans la zone. L'un des amis de Brian a été convoqué pour passer un test au détecteur de mensonges, mais il a refusé. Lors des investigations, il a été découvert que, la nuit de la disparition, à 21 h, Brian avait rencontré William Florence dans un bar sur le campus de Salt Gateway à Columbus. 1 heure plus tard, Brian a appelé sa petite amie, et ensuite, lui et William ont visité d'autres bars, où ils ont pris une dose de boisson forte à chaque arrêt. Après minuit, le duo a rejoint Meredith Reed, une amie de William. Elle a donné un coup de main en les ramenant en voiture au premier bar où ils avaient bu ensemble. Cependant, pendant la dernière tournée de boisson, Brian a simplement disparu. Curieusement, ce n'est qu'aux alentours de 2 heures du matin que ses amis ont commencé à l'appeler
pour découvrir où il se trouvait. Les enquêteurs ont supposé que Brian aurait pu changer de vêtements dans le bar ou porter un chapeau pour dissimuler son visage aux caméras. Cependant, la seule autre sortie possible du bar était une porte de service difficilement accessible, située dans une zone en travaux, ce qui aurait été improbable pour Brian, surtout en état d'ébriété. Un autre fait intrigant est que Columbus possède le plus grand nombre de caméras de sécurité de toute la ville de l'Ohio, et Brian n'est apparu sur aucune d'entre elles. Brian était un grand fan de Pearl Jam, et même le chanteur du groupe, Ed Vedder, a pris le temps pendant un concert pour parler de la disparition du jeune homme. Cependant, malgré tout cela, aucune trace de Brian n'a été rapportée. Au moment de sa disparition, un médium a été consulté et a déclaré que le corps de Brian se trouvait dans l'eau près d'un pont. Le frère cadet et le père de Brian ont passé de nombreuses heures près des berges de l'Olentangy River, dans l'espoir de trouver des indices liés au corps de Brian, mais les recherches se sont avérées vaines. Certains enquêteurs ont choisi de croire à la théorie des Smiley Face Killers pendant les recherches, mais leurs supérieurs ont finalement écarté cette possibilité. Jusqu'à ce jour, Brian Schaeffer est toujours porté disparu et une vidéo complète sera réalisée à son sujet pour couvrir tous les détails. Le 5e cas s'est produit le 19 janvier 2008, lorsque Tommy Berkeley célébrait le 21e anniversaire d'un ami dans un bar de la ville de Woodland en Pennsylvanie. À un moment donné, il a disparu. Selon les enquêtes, il a été vu entrant dans le bar, mais à aucun moment il n'a été vu en sortir. Son corps a été retrouvé environ 2 semaines plus tard, gisant face contre terre, dans un ruisseau derrière le bar. Sa mort a été considérée comme une noyade accidentelle en raison de l'absence de traumatisme visible. Cependant, selon Kevin Gannon et le docteur Lee Gilbertson, son corps était en état de rigor mortis, ce qui aurait été impossible puisqu'il a été retrouvé seulement 2 semaines après sa disparition. Le rigor mortis, ou rigidité cadavérique, est un état de raideur du corps qui se manifeste généralement entre 24 et 36 heures après la mort. Ils ont également rapporté que la scène semblait mise en scène, car autour du corps, il y avait 3 bâtons disposés, et sur le visage de la victime, des marques de chaussures étaient visibles. De manière effrayante, à l'arrière du bar, sur le deck, un visage souriant avait été peint à la bombe. L'avant-dernier cas s'est produit le 8 octobre 2009, lorsque William Hervey, âgé de 24 ans, a disparu après avoir assisté à un match de hockey à Boston, Massachusetts. Avant la fin du match, William avait appelé sa fiancée, Clary Marone, pour qu'elle vienne le chercher. Lorsqu'elle a appelé son téléphone, il a répondu normalement, et avant de raccrocher, William lui a dit que sa batterie était presque vide, mais qu'il se trouvait au 89 de Nashua Street. En se rendant à cette adresse, cependant, Clary n'a pas trouvé William. Lors d'un deuxième appel, elle a entendu un message vocal indiquant que le téléphone était éteint ou à court de batterie. La femme, désespérée, est retournée chez elle, espérant que son mari l'y attendait. Malheureusement, il n'y avait aucun signe de lui. Le même jour, elle a signalé sa disparition et les recherches se sont poursuivies pendant 6 jours jusqu'à ce que le corps de William soit retrouvé dans le fleuve Charles, près de l'endroit où il avait demandé à Clary de venir le chercher. La cause de la mort a été classée comme une noyade indéterminée. La mère de William a reçu une copie du rapport d'autopsie et, en la remettant à un médecin spécialisé, celui-ci a affirmé que son fils avait été tué par un traumatisme contondant à la tête. Dans son organisme, on a trouvé des traces de GHB, une drogue mondialement connue pour être utilisée par des prédateurs en série. Le GHB est une drogue sensible qui, administrée en excès, peut provoquer des convulsions et faire perdre complètement connaissance à une personne, allant jusqu'à l'arrêt respiratoire. Le professeur Adam Winstake, psychiatre, consultant et fondateur de la Global Drug Research, a averti que cette drogue présente d'énormes risques lorsque les gens essaient de l'utiliser pour s'amuser. Si vous prenez une goutte supplémentaire de GHB, 20 minutes plus tard, vous serez inconscient, a-t-il conclu. Près du fleuve où William a été retrouvé, un visage souriant avait été peint à la bombe. Le dernier cas, et le plus célèbre, est celui de la disparition de Dakota James, âgé de 23 ans, qui a été vu pour la dernière fois au centre de Pittsburgh, près du pont Clemente, le 25 janvier 2017. Dakota retournait à son appartement après une nuit de beuverie avec ses amis, lorsqu'il se serait supposément arrêté au bord du pont pour uriner et serait tombé dans l'eau. Dakota était un étudiant populaire à l'université de Duquesne,
et sa disparition a provoqué une grande émotion chez les étudiants et ses collègues de travail. Pendant les recherches pour retrouver Dakota, les enquêteurs ont découvert une caméra de surveillance qui avait capturé des images du jeune homme se dirigeant vers une ruelle. Son corps a été retrouvé 40 jours plus tard, le 6 mars 2017, dans le fleuve Ohio. Même après la découverte du corps, les autorités ont maintenu la théorie selon laquelle Dakota serait tombé dans le fleuve en traversant et en s'arrêtant pour uriner. Son corps ne montrait aucun symptôme visible, mais les autorités ont affirmé qu'il avait parcouru plusieurs kilomètres et même passé un barrage avant d'être retrouvé. Un visage souriant avait été observé, peint à la bombe, dans un passage souterrain près de l'endroit où son corps avait été découvert. Cependant, l'affaire ne s'arrête pas là. Selon des enquêtes ultérieures, quelques semaines avant sa disparition, il avait assisté à une autre fête, où il s'était perdu et avait envoyé un message à son ami Shelly, lui demandant de venir le chercher. Dans le message, il disait « Je ne sais pas où je suis, j'ai si froid, aide-moi, je suis perdu ». Grâce au GPS, elle l'a retrouvé dans un immeuble. En s'approchant, elle l'a vu sortir de l'immeuble et se diriger vers une voiture sombre qui l'attendait dans le sens inverse de la circulation, en face de lui. Quand Shelly a crié après Dakota, il s'est arrêté et est allé vers elle. Selon elle, il lui aurait dit qu'il avait perdu la mémoire des 4 dernières heures. Après cet incident, Dakota a refusé d'aller à l'hôpital, mais Shelly croyait qu'il avait été drogué et agressé. Quelques jours plus tard, il est mort de cette manière. Selon la théorie des Smiley Face Killers, il semble que Dakota ait été ciblé, devenant victime d'une tentative d'enlèvement, d'agression sexuelle et de meurtre. Lorsque cette théorie est apparue, une photo de l'autopsie a fuité, montrant des blessures suspectes sur le cou du garçon. Le pathologiste, le docteur Cyril Wecht, a affirmé que la mort pourrait avoir été causée par un étranglement à l'aide d'une ligature. Cependant, le procureur de district Stephen Zappala, impliqué dans le dossier de Dakota James, a déclaré ce qui suit. À cette période de l'année, avec la température de l'eau, vous n'avez que quelques minutes avant d'entrer en état de choc. Et c'est un fait. Bien que cette déclaration ait du sens, il est également vrai qu'il n'y a pas de meilleure victime potentielle que des étudiants universitaires, particulièrement en période de fête, où la priorité semble être de boire jusqu'à l'excès. Ce n'est pas non plus une nouveauté de voir des jeunes rentrer seuls après des soirées. D'une certaine manière, cette supposée bande criminelle semblait bien consciente de ses comportements et voyait dans ces jeunes une cible idéale. Une bande criminelle organisée, composée de tueurs méthodiques, opérant avec un modus operandi soigneusement planifié. Jusqu'en 2019, de nombreux partisans de cette théorie ont exprimé leur scepticisme, comme la journaliste Christy Piel, qui en 2008 avait activement participé à une pétition de signature. Curieusement, la même année, elle a été licenciée de son poste en raison de restrictions budgétaires. Certaines familles continuent de soutenir la théorie, mais leur véritable objectif est de convaincre les autorités de rouvrir les enquêtes concernant leurs proches disparus, grâce à de nouvelles preuves potentielles. Sans aucun doute, en réunissant toutes les informations disponibles concernant la théorie des Smiley Face Killers, de nombreux éléments apparaissent comme de simples spéculations. Cependant, d'autres éléments, tels que les blessures suspectes et les similitudes entre les cas, nous amènent à croire qu'il y a quelque chose de plus vaste derrière tout cela. Il est impossible de ne pas remarquer les similitudes avec le cas des garçons d'Atlanta, où le tueur en série, Wayne Williams, a assassiné des garçons de différents âges, jusqu'à 21 ans, d'une manière très similaire dans son modus operandi. Lorsque Wayne a dû s'en prendre à un jeune homme de 21 ans, il l'a enivré pour rendre son crime plus facile à accomplir. De plus, la majorité de ses victimes finales ont été jetées dans des rivières, dans le but de détruire les preuves médico-légales. En d'autres termes, ce n'est pas une méthode nouvelle. Cependant, la théorie des Smiley Face Killers est unique en son genre, par son essence même. Au final, c'est à vous de décider ce que vous croyez. Alors selon vous, cette théorie est-elle crédible ?